Obligé de partir à 11h parce que j'ai une réunion, alors. Bon, ben voilà. Alors aujourd'hui, donc, je voudrais vous parler, ou commencer à vous parler, de ce qui est en train de devenir d'ailleurs une tarte à la crème en France, le néolibéralisme américain. Je n'en prendrai bien entendu que quelques aspects et ceux qui peuvent être un peu pertinents pour le genre d'analyse que je vous suggère. Quelques banalités bien sûr pour commencer. Le néolibéralisme américain s'est développé dans un contexte qui n'est pas très différent de celui dans lequel se sont développés le néolibéralisme allemand et ce qu'on pourrait appeler néolibéralisme français, c'est-à-dire que les trois éléments de contexte principaux de ce développement du néolibéralisme américain ont été d'abord, bien sûr, l'existence du New Deal et la critique du New Deal et de cette politique qu'on peut dire en gros keynésienne développée à partir de 1933-34 par Roosevelt, et si vous voulez, le texte premier fondamental de ce néolibéralisme américain, c'est un article de Simons, qui a été le père de l'école de Chicago, Simons qui a écrit en 1934 un article qui s'appelle « Un programme positif pour le laisser-faire ». Le second élément de contexte, c'est bien entendu le plan Beveridge et tous ces projets d'interventionnisme économique et d'interventionnisme social qui ont été élaborés pendant la guerre, tous ces éléments si importants qu'on pourrait appeler, si vous voulez, les pactes de guerre, ces pactes au terme desquels les gouvernements, essentiellement le gouvernement anglais et jusqu'à un certain point le gouvernement américain, disaient aux gens qui venaient de traverser une crise économique et sociale très grave: maintenant nous vous demandons de vous faire tuer, mais nous vous promettons que ceci fait, vous garderez vos emplois jusqu'à la fin de vos jours. C'était tout cet ensemble de documents, tout cet ensemble d'analyses, de programmes, de recherche, serait très intéressant à étudier pour elle-même. C'est parce qu'il me semble, sous réserve d'erreur d'ailleurs, que c'est la première fois finalement que des nations entières ont fait la guerre à partir d'un système de pactes qui n'étaient pas simplement les pactes internationaux d'alliance de puissance à puissance, mais qu'ils ont fait la guerre à partir d'espèces de pactes sociaux, au terme desquels ils promettaient à ceux-là même à qui ils demandaient de faire la guerre et de se faire tuer, donc à qui ils promettaient un certain type d'organisation économique, d'organisation sociale, dans lequel la sécurité de l'emploi, sécurité à l'égard des maladies, des aléas diverses, sécurité au niveau de la retraite, etc., serait assurée. Pacte de sécurité au moment où il y avait demande de guerre. Et la demande de guerre de la part du gouvernement s'est doublée continuellement et très tôt, dès 1940 en Angleterre, vous avez des textes sur ce thème, s'est doublée très tôt de cette offre de pacte social et d'offre de sécurité. Bon, c'est contre cet ensemble de programmes sociaux que, là encore, Simons a rédigé un certain nombre de textes et d'articles critiques, et le plus intéressant est sans doute un article qui s'appelle « Le programme Beveridge, An Unsympathetic Interpretation », pas besoin de traduire, le titre lui-même indique bien le sens de cette critique. Troisième élément de contexte, ça a été bien évidemment tous les programmes sur la pauvreté, l'éducation, la ségrégation, etc., qui se sont développés en Amérique depuis l'administration Truman jusqu'à l'administration Johnson, et à travers ces programmes, bien sûr, l'interventionnisme d'État, la croissance de l'administration fédérale, etc. Je crois que c'est ces trois éléments: la politique keynésienne, les pactes sociaux de guerre et la croissance de l'administration fédérale à travers les programmes économiques et sociaux, et tout ça qui a motivé en quelque sorte, enfin constitué
l'adversaire, la cible de la pensée néolibérale, qui a été ce à quoi elle s'est adossée ou ce à quoi elle s'est opposée pour se former et se développer. Vous voyez que ce contexte immédiat est évidemment de même type que celui qu'on trouve par exemple en France, où le néolibéralisme, lui aussi, s'est défini par opposition au Front populaire, aux politiques keynésiennes de l'après-guerre, à la planification, etc. Je pense cependant qu'entre ce néolibéralisme à l'européenne et ce néolibéralisme à l'américaine, il y a un certain nombre de différences massives. Elles aussi, on les connaît, elles sautent aux yeux, je les rappelle simplement. D'abord celui-ci, que cette différence, c'est que le libéralisme américain n'a pas été, au moment même où il s'est historiquement formé, c'est-à-dire très tôt, c'est-à-dire dès le XVIIIe siècle, il ne s'est pas présenté comme en France, à titre de principe modérateur, par rapport à une raison d'État préexistante, puisque c'est précisément au contraire, au nom des revendications de type libéral, essentiellement revendications économiques d'ailleurs, ce sont ces revendications libérales qui ont été le point de départ historique de la formation de l'indépendance des États-Unis, c'est-à-dire que le libéralisme a joué aux États-Unis pendant la période de la guerre d'indépendance un peu le même rôle, ou un rôle relativement analogue à celui que le libéralisme a joué dans l'Allemagne en 1948. C'est-à-dire que c'est à titre de principe fondateur et légitimant de l'État que le libéralisme a été convoqué. Ce n'est pas l'État qui s'auto-limite par le libéralisme, c'est l'exigence d'un libéralisme qui devient fondateur d'État. Ça, je pense que c'est un des traits du libéralisme américain. Deuxièmement, le libéralisme américain n'a pas cessé, bien sûr, d'être au cœur de tout le débat, de tous les débats politiques en Amérique pendant 2 siècles, qu'il s'agisse de la politique économique, du protectionnisme, du problème de l'or et de l'argent, du binétalisme, qu'il s'agisse du problème de l'esclavage, qu'il s'agisse du problème du statut et du fonctionnement de l'institution judiciaire, qu'il s'agisse du rapport entre les individus et les différents États, entre les différents États et l'État fédéral. On peut dire que le débat libéral a été, la question du libéralisme a été l'élément récurrent de toute la discussion et de tous les choix politiques des États-Unis. Disons, si vous voulez, que alors qu'en Europe c'était ou bien l'unité de la nation, ou bien son indépendance, ou bien l'état de droit qui était les éléments récurrents du débat politique au XIXe siècle, aux États-Unis, ça a été le libéralisme. Enfin, troisièmement, je dirais ceci, c'est que par rapport à ce fond permanent du débat libéral, eh bien, le non-libéralisme, je veux dire, ces politiques interventionnistes, que ce soit une économie de type keynésienne, que ce soit les programmes économiques ou sociaux, ce non-libéralisme est apparu, surtout à partir du XXe siècle, comme une pièce, surtout à partir du milieu du XXe siècle, comme une pièce rapportée, élément menaçant aussi bien par rapport, dans la mesure où il s'agissait d'introduire des objectifs qu'on pourrait dire socialisants, que dans la mesure où il s'agissait aussi d'asseoir à l'intérieur des bases d'un État impérialiste et militaire, de telle sorte que la critique de ce non-libéralisme a pu trouver un double ancrage à droite, au nom précisément d'une tradition libérale historiquement et économiquement hostile à tout ce qui peut sonner socialiste, et puis à gauche, dans la mesure où il s'agissait de mener non seulement la critique, mais la lutte quotidienne contre le développement d'un État impérialiste et militaire. D'où l'équivoque, ce qui nous paraît être une équivoque dans ce néolibéralisme américain, puisqu'on le trouve donc mis en œuvre, réactivé à droite comme à gauche. Bon, en tout cas, je crois qu'on peut dire ceci, c'est que pour toutes ces raisons historiques tout à fait banales que je viens d'évoquer, le libéralisme américain n'est pas, comme il est en France ces jours-ci, comme il l'était encore en Allemagne dans l'immédiate après-guerre, n'est pas simplement un choix économique et politique formé et formulé par les gouvernants ou dans les milieux gouvernementaux.
Le libéralisme en Amérique, eh bien, c'est tout de même toute une manière d'être et de penser. C'est un type de rapport entre gouvernants et gouvernés, beaucoup plus qu'une technique des gouvernants à l'égard des gouvernés. Un type de rapport entre gouvernants et gouvernés, disons si vous voulez que, alors que dans un pays comme la France, le contentieux des individus à l'égard de l'État tourne autour du problème du service et du service public, eh bien, le contentieux aux USA entre les individus et le gouvernement prend beaucoup plutôt l'allure du problème des libertés. C'est pourquoi, si vous voulez, je crois que le libéralisme américain actuellement ne se présente pas tellement comme une alternative politique, mais disons que c'est une sorte de revendication globale, multiforme, ambiguë, avec ancrage à droite et à gauche. C'est également une sorte de foyer utopique qui est toujours réactivé. C'est aussi une méthode de pensée, une grille d'analyse économique et sociologique. Je me référerai à quelqu'un qui n'est pas exactement un Américain, puisque c'est un Autrichien dont on a plusieurs fois parlé, mais qui a été ensuite en Angleterre et aux États-Unis avant de revenir en Allemagne. C'est Hayek. Hayek qui disait, il y a quelques années, ce dont nous avons besoin, c'est d'un libéralisme qui soit une pensée vivante. Le libéralisme a toujours laissé au socialisme le soin de fabriquer des utopies, et c'est dans cette activité utopique ou utopisante que le socialisme a dû beaucoup de sa vigueur et de son dynamisme historique. Eh bien, le libéralisme a besoin lui aussi d'utopie. À nous de faire des utopies libérales, à nous de penser sur le mode du libéralisme et non pas plutôt que de présenter le libéralisme comme une alternative technique de gouvernement. Le libéralisme comme style général de pensée, d'analyse et de rêve et d'imagination. Bon, voilà, si vous voulez, quelques traits généraux comme ça qui permettent peut-être de distinguer un petit peu le néolibéralisme américain de ce néolibéralisme qu'on a vu mettre en œuvre en Allemagne et en France. Bon, c'est précisément par ce biais, si vous voulez, du mode de pensée, du style d'analyse, de la grille de déchiffrement historique et sociologique, c'est un petit peu par là que je voudrais faire apparaître certains aspects du néolibéralisme américain, étant donné que j'ai aucunement l'envie ni la possibilité de l'étudier dans toutes ses dimensions. Je voudrais en particulier prendre deux éléments qui sont à la fois des méthodes d'analyse et des types de programmation. Deux éléments qui me paraissent intéressants dans cette conception néolibérale américaine. Premièrement, la théorie du capital humain, et deuxièmement, pour des raisons que vous devinez bien sûr, le problème de l'analyse de la criminalité et de la délinquance. Premièrement, la théorie du capital humain. Bon, l'intérêt, je crois, de cette théorie du capital humain, l'intérêt, il est en ceci. C'est que cette théorie représente deux processus. L'un, qu'on pourrait appeler l'avancée de l'analyse économique dans un domaine qui était jusque-là inexploré, et deuxièmement, à partir de là, et à partir de cette avancée, la possibilité de réinterpréter en termes économiques et en termes strictement économiques tout un domaine qui, jusqu'à présent, pouvait être considéré et était de fait considéré comme n'étant pas économique. Premièrement, une avancée de l'analyse économique à l'intérieur, en quelque sorte, de son propre domaine, mais sur un point où précisément elle était restée bloquée, ou en tout cas en suspens. Les néolibéraux américains, en effet, disent ceci. C'est tout de même étrange. L'économie politique classique a toujours et très solennellement indiqué que la production de biens dépendait de trois facteurs: la terre, le capital, le travail. Or, disent-ils, le travail, il est toujours resté inexploré. Il est resté en quelque sorte la page blanche sur laquelle les économistes n'ont rien écrit. Bien sûr, on peut dire que l'économie d'Adam Smith commence bien par une réflexion sur le travail,
dans la mesure où c'est la division du travail et sa spécification qui a constitué pour Adam Smith la clé à partir de laquelle il a pu constituer son analyse économique. Mais à part cette sorte de première avancée, de première ouverture, et depuis ce moment-là, l'économie politique classique n'a jamais analysé le travail lui-même, ou plutôt, elle s'est employée à le neutraliser sans cesse et à le neutraliser en le rabattant exclusivement sur le facteur temps. Ça a bien été ça qu'a fait Ricardo lorsque, voulant analyser ce que c'était que l'augmentation du travail, du facteur travail, il n'a jamais défini cette augmentation que d'une façon quantitative et, si vous voulez, selon la variable temporelle, c'est-à-dire qu'il a considéré que l'augmentation du travail ou le changement, l'augmentation du facteur, la croissance du facteur travail ne pouvait être rien d'autre que la présence sur le marché d'un nombre additionnel de travailleurs, c'est-à-dire encore la possibilité d'utiliser davantage d'heures de travail mises ainsi à la disposition du capital. Neutralisation par conséquent de la nature même du travail au profit de cette seule variable quantitative des heures de travail et de temps de travail, et de cette réduction ricardienne du problème du travail à la simple analyse de la variable quantitative de temps. De cela, au fond, l'économie classique n'est jamais sortie. Et après tout, on trouve chez Keynes une analyse du travail, ou plutôt une non-analyse du travail, qui n'est pas tellement différente, qui n'est pas tellement plus élaborée que la non-analyse de Ricardo lui-même. Puisqu'après tout, pour Keynes, qu'est-ce que c'est que le travail? C'est un facteur de production, un facteur producteur, mais qui est en lui-même passif et qui ne trouve d'emploi, qui ne trouve d'activité, d'actualité, que grâce à un certain taux d'investissement, à condition que celui-ci soit évidemment assez élevé. Le problème des néolibéraux, à partir de cette critique qu'ils font de l'économie classique et de l'analyse du travail dans l'économie classique, c'est au fond d'essayer de réintroduire le travail dans le champ de l'analyse économique, et c'est ce qu'ont essayé de faire un certain nombre d'entre eux. Le premier étant Theodor Schutz, qui a, au cours des années 1950-60, publié un certain nombre d'articles dont le bilan se trouve dans un livre publié en 1971 qui s'appelle Investment in Human Capital. Gary Becker a publié à peu près dans les mêmes années un livre sous le même titre, et puis vous avez un troisième texte qui est assez fondamental et plus concret, plus précis que les autres, qui est celui de Mintzer sur l'école et le salaire, qui est apparu en 1975. Bon. À dire vrai, ce reproche que le néolibéralisme fait à l'économie classique, ce reproche d'oublier le travail et de ne l'avoir jamais fait passer au filtre de l'analyse économique, ce reproche peut paraître étrange quand on songe après tout que, même s'il est vrai que Ricardo a projeté entièrement l'analyse du travail, réduit entièrement l'analyse du travail à l'analyse de la variable quantitative du temps, en revanche, parfois il y a tout de même quelqu'un qui s'appelle Marx, etc. Bon, les néolibéraux pratiquement ne discutent jamais avec Marx pour des raisons qu'on peut peut-être considérer comme celles du snobisme économique. Peu importe. Mais je crois que s'ils prenaient la peine de discuter avec Marx, on voit très bien ce qu'il pourrait dire à l'analyse de Marx. Il dirait, bon, c'est très vrai que Marx fait du travail, au fond, le pivot, un des pivots essentiels de son analyse. Mais qu'est-ce que fait Marx lorsqu'il analyse le travail? Eh bien, il montre que l'ouvrier vend quoi? Non pas son travail, mais sa force de travail. Il vend sa force de travail pour un certain temps, et ceci contre un salaire qui est établi à partir d'une certaine situation de marché qui correspond à l'équilibre entre l'offre et la demande de force de travail. Et le travail que fait l'ouvrier, c'est un travail qui crée de la valeur, qui crée une valeur dont une partie lui est extorquée. Bon. Ce processus
Marx y voit quoi? Eh bien, il y voit évidemment la mécanique ou la logique même du capitalisme. Cette logique qui consiste en quoi? Eh bien, en ceci, c'est que le travail par tout cela est abstrait, c'est-à-dire que le travail concret, transformé en force de travail, mesuré par le temps, mis sur le marché et rétribué comme salaire, ce n'est pas le travail concret, c'est un travail qui est au contraire amputé de toute sa réalité humaine, de toutes ses variables qualitatives, et justement la mécanique économique, c'est bien en effet ce que montre Marx, la mécanique économique du capitalisme, la logique du capital ne retient du travail que la force et le temps, il en fait un produit marchand et il n'en retient que les effets de valeur produite. Or, disent les néolibéraux, et c'est là justement où leur analyse se séparerait de la critique que fait Marx, c'est que pour Marx, cette abstraction, elle est le fait de quoi? Ou elle est la faute de quoi? Elle est la faute du capitalisme lui-même. Elle est la faute de la logique du capital et de sa réalité historique. Alors que les néolibéraux disent cette abstraction du travail qui n'apparaît effectivement qu'à travers la variable temps. Eh bien, cette abstraction, elle n'est pas le fait du capitalisme réel, elle est le fait de la théorie économique que l'on a fait de la production capitaliste. L'abstraction, elle ne vient pas de la mécanique réelle des processus économiques, elle vient de la manière dont on l'a réfléchi dans l'économie classique. Et c'est précisément parce que l'économie classique n'a pas été capable de prendre en charge cette analyse du travail dans sa spécification concrète et dans ses modulations qualitatives, c'est à cause de cela que, et c'est parce qu'elle a laissé cette plage blanche, cette lacune, ce vide dans cette théorie, qu'on a précipité sur le travail, eh bien, toute une philosophie, toute une anthropologie, toute une politique, etc., dont Marx est précisément le représentant. Et par conséquent, ce qu'il faut faire, ce n'est pas du tout continuer la critique en quelque sorte réaliste de Marx, reprochant au capitalisme réel d'avoir abstrait la réalité du travail. Il faut mener une critique théorique sur la manière dont, dans le discours économique, le travail lui-même s'est trouvé abstrait. Et, disent les néolibéraux, si les économistes voient le travail d'une façon si abstraite, s'ils en laissent échapper la spécification, les modulations qualitatives et les effets économiques de ces modulations qualitatives, eh bien c'est au fond parce que les économistes classiques n'envisagent jamais l'objet de l'économie que comme étant des processus du capital, de l'investissement, de la machine, du produit, etc. Or, je crois que c'est là qu'il faut replacer les analyses néolibérales dans leur contexte général. Ce qui est tout de même la mutation essentielle, la mutation épistémologique essentielle de ces analyses néolibérales, c'est qu'elles prétendent changer ce qui avait constitué de fait l'objet, le domaine d'objet, le champ de référence général de l'analyse économique. Pratiquement l'analyse économique d'Adam Smith jusqu'au début du XXe siècle, cette analyse économique, elle se donnait quoi comme objet? Elle se donnait comme objet l'étude, en gros, des mécanismes de production, des mécanismes d'échange et des faits de consommation à l'intérieur d'une structure sociale donnée, avec les interférences de ces trois mécanismes. Or, pour les néolibéraux, l'étude de l'analyse économique doit consister en quoi? Doit consister non pas dans l'étude de ces mécanismes, mais dans l'étude de la nature et des conséquences de ce qu'ils appellent les choix substituables, c'est-à-dire l'étude et l'analyse de la manière dont sont allouées des ressources rares à des fins qui sont concurrentes, c'est-à-dire à des fins qui sont alternatives, qui ne peuvent pas se superposer les unes aux autres. Autrement dit, on a des ressources rares, on a pour l'utilisation éventuelle de ces ressources rares non pas une seule fin,
ou des fins qui sont cumulatives, mais des fins entre lesquelles il faut choisir, et l'étude de l'économie et l'analyse de l'économie économique ne doit être rien d'autre, ou plutôt doit avoir pour point de départ et pour cadre général de référence l'étude de la manière dont les individus font l'allocation de ces ressources rares à des fins qui sont des fins alternatives. Ils rejoignent là, ou plutôt ils mettent en œuvre, une définition de l'objet économique qui avait été proposée vers 1930 ou 1932, je ne me souviens plus, par Robbins, qui de ce point de vue-là au moins peut passer aussi pour un des fondateurs de la doctrine économique néolibérale. Robbins qui disait « L'économie, c'est la science du comportement humain, la science du comportement humain, comme une relation entre des fins et des moyens rares qui ont des usages mutuellement exclusifs. » Vous voyez que cette définition de l'économie lui propose comme tâche non pas l'analyse d'un mécanisme relationnel entre des choses ou des processus, du genre capital, investissement, production, etc., où à ce moment-là, en effet, le travail se trouve en quelque sorte inséré seulement à titre de rouage. Cette nouvelle définition de l'économie lui donne pour tâche l'analyse de comportement humain et de la rationalité interne de ce comportement humain. Ce que l'analyse doit essayer de dégager, c'est quel a été le calcul, qui d'ailleurs peut être déraisonnable, qui peut être aveugle, qui peut être insuffisant, mais quel a été le calcul qui a fait que dans des ressources, étant donné des ressources rares, un individu ou des individus ont décidé de les affecter à telle fin plutôt qu'à telle autre. L'analyse, l'économie, ce n'est donc plus l'analyse de processus, c'est l'analyse d'une activité. Ce n'est donc plus l'analyse de la logique historique de processus, c'est l'analyse de la rationalité interne, de la programmation stratégique de l'activité de l'individu. Et du coup, que voudra dire faire l'analyse économique du travail? Que voudra dire réintroduire le travail à l'intérieur de l'analyse économique? Non pas savoir où le travail se place entre, disons, le capital et la production. Le problème de la réintroduction du travail dans le champ de l'analyse économique, ça ne consiste pas à se demander combien le travail s'achète, ou qu'est-ce que ça produit techniquement, ou quelle est la valeur que le travail ajoute. Le problème fondamental, essentiel, en tout cas premier, qui se posera dès lors que l'on voudra faire l'analyse du travail en termes économiques, ce sera de savoir comment celui qui travaille utilise-t-il les ressources dont il dispose. C'est-à-dire qu'il va falloir, pour introduire le travail dans le champ de l'analyse économique, se placer du point de vue de celui qui travaille. C'est-à-dire qu'il va falloir étudier le travail comme conduite économique pratiquée, mise en œuvre, rationalisée, calculée par celui-même qui travaille. Qu'est-ce que c'est que travailler pour celui qui travaille? Et à quel système de choix, à quel système de rationalité est-ce que cette activité de travail obéit? Et du coup, on va pouvoir, à partir de cette grille qui projette sur l'activité de travail un principe de rationalité stratégique, c'est à ce moment-là que l'on pourra voir en quoi et comment les différences qualitatives de travail peuvent avoir un effet de type économique. Se placer donc du point de vue du travailleur et faire pour la première fois que le travailleur soit dans l'analyse économique, non pas un objet, l'objet d'une offre et d'une demande sous la forme de force de travail, mais soit un sujet économique actif. Bon, eh bien, à partir de cette tâche, comment est-ce qu'il s'y prête? Eh bien, disent quelqu'un comme Schultz, quelqu'un comme Becker, etc., disent, au fond, qu'est-ce que c'est que... pourquoi est-ce que les gens travaillent? Ils travaillent, bien entendu, pour avoir un salaire. Or, qu'est-ce que c'est qu'un salaire? Un salaire, c'est tout simplement un revenu. Ce n'est pas, du point de vue du travailleur, le salaire, ce n'est pas le prix de vente de sa force de travail, le salaire, c'est un revenu. Or, un revenu, et alors là, les néo-économistes, les néolibéralistes, libéraux américains, pardon, se réfèrent à la vieille définition qui date de tout à fait du début du XXe siècle d'Irving Fisher, qui disait
Un revenu, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut définir un revenu? Un revenu, eh bien, c'est tout simplement le produit ou le rendement d'un capital. Et inversement, on appellera capital tout ce qui peut être, d'une manière ou d'une autre, source de revenus futurs. Eh bien, par conséquent, à partir de là, si on admet que le salaire, c'est un revenu, le salaire est donc le revenu d'un capital. Or, qu'est-ce que c'est que le capital dont le salaire est le revenu? Eh bien, c'est l'ensemble de tous les facteurs, physiques, psychologiques, etc., qui rendent quelqu'un capable de gagner tel ou tel salaire. De sorte que, vu du côté du travailleur, le travail, ce n'est pas une marchandise réduite par abstraction à la force de travail et au temps pendant lequel on l'utilise. Décomposé du point de vue du travailleur en termes économiques, le travail, eh bien, comporte un capital, c'est-à-dire une aptitude, une compétence, comme ils disent, c'est une machine, et d'un autre côté, c'est un revenu, c'est-à-dire un salaire, ou plutôt un ensemble de salaires, comme ils disent, un flux de salaire. Cette décomposition du travail en capital et en revenu induit évidemment un certain nombre de conséquences assez importantes. Premièrement, le capital, ainsi défini comme étant ce qui rend possible un revenu futur, lequel revenu est le salaire, le capital ainsi défini, vous voyez bien que c'est un capital qui est pratiquement indissociable de celui qui le détient. Et dans cette mesure-là, ce n'est pas un capital comme les autres. L'aptitude à travailler, la compétence, le pouvoir faire quelque chose, eh bien tout cela ne peut pas séparer de celui qui est compétent et qui peut faire quelque chose. Autrement dit, la compétence du travailleur est bien une machine, mais c'est une machine qu'on ne peut pas séparer du travailleur lui-même, ce qui ne veut pas dire exactement, comme la critique économique ou sociologique ou psychologique disait traditionnellement, que le capitalisme transforme le travailleur en machine et par conséquent l'aliène, etc. Il faut considérer que la compétence qui fait corps avec le travailleur est en quelque sorte le côté par lequel le travailleur est une machine, mais une machine entendue au sens positif, puisque c'est une machine qui va produire et qui va produire quelque chose qui sont des flux de revenus. Flux de revenus et pas revenus, parce que précisément, la machine constituée par la compétence du travailleur, cette machine, elle n'est pas en quelque sorte vendue ponctuellement sur le marché du travail contre un certain salaire. En fait, cette machine, eh bien, elle a sa durée de vie, sa durée d'utilisabilité, elle a son obsolescence, elle a son vieillissement, etc. De sorte qu'il faut considérer que la machine constituée par la compétence du travailleur, la machine constituée par, si vous voulez, compétence et travailleur individuellement liés ensemble, elle va tout au cours d'une période de temps être rémunérée par une série de salaires qui vont, pour prendre le cas le plus simple, commencer par être des salaires relativement bas au moment où la machine commence à être utilisée, puis ces salaires vont augmenter, puis ils vont baisser avec l'obsolescence de la machine elle-même ou le vieillissement du travailleur en tant qu'il est machine. Bon. Il faut donc considérer l'ensemble comme un complexe machine-flux, disent les néo-économistes. Tout ça, c'est dans Schutz, n'est-ce pas? C'est donc un ensemble machine-flux, et vous voyez qu'on est tout à fait aux antipodes d'une conception de la force du travail qui devrait se vendre sur le prix du marché à un capital qui serait investi dans une entreprise. Ce n'est pas une conception de la force du travail, c'est une conception du capital compétence qui reçoit, en fonction de variables diverses, un certain revenu qui est un salaire, un revenu salaire, de sorte que c'est le travailleur lui-même qui apparaît comme étant pour lui-même une sorte d'entreprise. Et on a là, vous le voyez, poussé à la limite cet élément que je vous avais déjà signalé dans le néolibéralisme allemand, et jusqu'à un certain point dans le néolibéralisme français, poussé à la limite cette idée que l'analyse économique doit retrouver comme élément de base de ces déchiffrements, non pas tellement l'individu, non pas tellement des processus ou des mécanismes, elle doit trouver des entreprises. Une économie faite d'unité entreprise, une société faite d'unité entreprise, c'est cela
qui est à la fois le principe de déchiffrement du néolibéralisme et sa programmation pour la rationalisation et d'une société et d'une économie. Je dirais qu'en un sens, et c'est ce qu'on dit traditionnellement, le néolibéralisme apparaît dans ces conditions comme étant le retour à l'homo economicus. Bon, c'est vrai, mais vous le voyez bien, avec un déplacement considérable. Puisque dans la conception classique de l'homo economicus, cet homme économique, qu'est-ce que c'est? C'est l'homme de l'échange, c'est le partenaire, c'est l'un des deux partenaires dans le processus de l'échange. Et cet homo economicus, partenaire de l'échange, implique bien entendu une analyse de ce qu'il est, lui, une décomposition de ses comportements et manières de faire en termes d'utilité qui se réfère bien entendu à une problématique des besoins, puisque c'est à partir de ces besoins que pourra être caractérisée ou définie, ou en tout cas que pourra être fondée une utilité qui amènera le processus de l'échange. Homo economicus comme partenaire de l'échange, théorie de l'utilité à partir d'une problématique des besoins, c'est cela qui caractérise la conception classique de l'homo economicus. Dans le néolibéralisme, on va bien retrouver aussi, et il ne s'en cache pas, il le proclame, on va bien retrouver aussi une théorie de l'homo economicus. Mais l'homo economicus, là, ce n'est pas du tout un partenaire de l'échange. L'homo economicus, c'est un entrepreneur et un entrepreneur de lui-même. Et cette chose est si vraie que pratiquement ça va être l'enjeu de toutes les analyses que font les néolibéraux de substituer à chaque instant à l'homo economicus partenaire de l'échange un homo economicus entrepreneur de lui-même, étant à lui-même son propre capital, étant à lui-même, pour lui-même son propre producteur, étant pour lui-même la source de revenus. Et là, je ne vous en parle pas parce que ça serait trop long, mais vous avez dans Gary Becker, justement, toute une théorie très intéressante de la consommation, dans laquelle Becker dit, mais la consommation, il ne faut pas croire du tout que ça consiste simplement à être dans un processus de l'échange, celui qui achète, qui fait un échange monétaire pour obtenir un certain nombre de produits, etc. L'homme de la consommation, ce n'est pas un des termes de l'échange. L'homme de la consommation, dans la mesure où il consomme, est un producteur. Il produit quoi? Eh bien, il produit tout simplement sa propre satisfaction. Et il faut considérer la consommation comme une activité d'entreprise par laquelle l'individu, à partir précisément d'un certain capital dont il dispose, va produire quelque chose qui va être sa propre satisfaction. Et par conséquent, la théorie, l'analyse classique est sans fois ressassée de celui qui est consommateur d'une part, mais qui est producteur, et dont les éléments, et qui, dans la mesure où il est producteur d'un côté et consommateur de l'autre, est en quelque sorte divisé par rapport à lui-même. Toutes les analyses sociologiques, car elles n'ont jamais été économiques, de la consommation de masse, etc., de la société de consommation, tout ça ne tient pas et ne vaut rien par rapport à ce que serait une analyse de la consommation dans les termes néolibéraux de l'activité de production. Bon. C'est donc changement complet dans la conception de l'homo economicus, même s'il y a effectivement retour à cette idée d'un homo economicus comme étant le point d'analyse, enfin la grille d'analyse de l'activité économique. Bon. Donc, on arrive à cette idée que le salaire, ce n'est rien d'autre que la rémunération, que le revenu qui est affecté à un certain capital que l'on va dire capital humain, dans la mesure où justement la compétence machine dont il est revenu, cette compétence machine ne peut pas être dissociée de l'individu humain qui en est le porteur. Alors, de quoi est composé ce capital? Et c'est là où cette réintroduction du travail dans le champ de l'analyse économique va permettre, par une sorte d'accélération ou d'extension, de passer maintenant à l'analyse économique d'éléments qui jusque-là y avaient totalement échappé.
Autrement dit, les néolibéraux disent le travail faisait partie de plein droit de l'analyse économique, mais l'analyse économique classique telle qu'elle était menée n'était pas capable de prendre en charge cet élément du travail. Bon, nous le faisons, et à partir du moment où ils le font dans les termes que je viens de vous dire, dès lors, ils sont amenés à étudier la manière dont se constitue et s'accumule ce capital humain, et cela leur permet d'appliquer des analyses économiques à des champs qui sont à des champs et des domaines qui sont tout à fait nouveaux. Bon, capital humain, il est composé de quoi? Bien, il est composé, disent-ils, d'éléments qui sont des éléments innés et d'autres qui sont des éléments acquis. Bon, parmi les éléments innés, il y a ceux qu'on peut appeler héréditaires et d'autres qui sont simplement innés, différence qui vont de soi, bien sûr, pour toute personne ayant la plus vague teinture de biologie. Sur ce problème des éléments innés, ou des éléments plutôt héréditaires du capital humain, je ne pense pas qu'il y ait actuellement d'études qui aient été faites, mais on voit très bien comment elles pourraient être faites, et surtout, on voit très bien, à travers un certain nombre d'inquiétudes, de soucis, de problèmes, etc., comment quelque chose est en train de naître qui pourrait être, selon ce que vous voudrez, intéressant ou inquiétant. Bon, en effet, comme ça, dans les analyses, j'allais dire, classiques de ces néolibéraux, dans les analyses de Schutz ou celle de Becker par exemple, il est bien dit que la constitution du capital humain n'a d'intérêt et ne devient pertinente pour les économistes que dans la mesure où ce capital se constitue grâce à l'utilisation de ressources rares. Or, de ressources rares dont l'usage serait alternatif pour une fin donnée. Or, il est bien évident, si vous voulez, que nous n'avons pas à payer pour avoir le corps que nous avons, si vous voulez, ou que nous n'avons pas à payer pour avoir l'équipement génétique qui est le nôtre. Ça ne coûte rien. Oui, ça ne coûte rien, enfin, il faut voir. Et on imagine très bien que quelque chose comme ceci puisse se passer. Là, c'est à peine de la science-fiction que je fais, c'est, si vous voulez, une espèce de problématique qui est en train de devenir ambiante actuellement. En effet, bon, la génétique actuelle montre bien que un nombre considérable, beaucoup plus considérable d'éléments qu'on pouvait imaginer jusqu'à présent, sont conditionnés par un équipement génétique que nous avons reçu de nos ascendants. La génétique en particulier permet d'établir pour un individu donné, quel qu'il soit, eh bien, disons, les probabilités de contracter tel ou tel type de maladie à un âge donné, pendant une période de sa vie donnée, ou d'une façon tout à fait quelconque, à n'importe quel moment de sa vie. Autrement dit, l'intérêt actuel, enfin un des intérêts actuels de l'application de la génétique aux populations humaines, c'est de permettre de reconnaître les individus à risque et le type de risque que les individus courent tout au long de leur existence. Bon, on dirait là encore, on n'y peut rien, nos parents nous ont fait comme ça. Oui, bien sûr, mais dès lors que l'on peut parfaitement établir quels sont les individus à risque, et quels sont les risques pour que l'union d'individus à risque produise un individu qui aura lui-même telle et telle caractéristique quant au risque dont il sera porteur, eh bien, on peut parfaitement imaginer ceci, c'est que les bons équipements génétiques, c'est-à-dire les bons équipements génétiques qui pourront produire des individus à risque bas, ou dont le taux de risque ne sera pas nuisible, soit pour eux, soit pour leur entourage, soit pour la société, eh bien, ces bons équipements génétiques vont devenir, au moins indirectement, vont devenir certainement quelque chose de rare, et dans la mesure où ce sera quelque chose de rare, ça peut parfaitement, et il est tout à fait normal, que ça entre à l'intérieur de circuits ou de calculs économiques, c'est-à-dire de choix alternatifs. En termes clairs, ça voudra dire ceci, que, étant donné mon équipement génétique à moi, si je veux avoir un descendant dont l'équipement génétique sera au moins aussi bon que le mien, ou autant possible meilleur, faudra-t-il encore que je trouve à épouser quelqu'un dont l'équipement génétique sera lui-même bon. Et vous voyez très bien comment le mécanisme de la production des individus, la production des enfants,
peut retrouver toute une problématique économique et sociale, produire un enfant dont le capital humain sera élevé, vous voyez bien qu'il va falloir de votre part tout un investissement, c'est-à-dire avoir suffisamment travaillé, avoir suffisamment de revenus, avoir un statut social tel qu'il vous permettra de prendre pour conjoint ou pour coproducteur de ce futur capital humain quelqu'un dont le capital lui-même sera important. Bon, non mais je vous dis ceci, ce n'est pas du tout à la limite de la plaisanterie. C'est, disons simplement, une forme de pensée, une forme de problématique qui sont actuellement en état d'émulsion. Je veux dire ceci, c'est que si le problème de la génétique suscite actuellement tant d'inquiétudes, je ne crois pas que ce soit utile ou intéressant de recoder cette inquiétude à propos de la génétique dans les termes traditionnels du racisme. Si l'on veut essayer de saisir ce qu'il y a de politiquement pertinent dans le développement actuel de la génétique, c'est en essayant d'en saisir les implications au niveau même de l'actualité, avec les problèmes réels que ça pose. Et dès lors qu'une société se posera à elle-même le problème de l'amélioration de son capital humain en général, il ne peut pas ne pas se produire que le problème du contrôle, du filtrage, de l'amélioration du capital humain des individus, en fonction bien sûr des unions et des procréations qui s'en suivront, ne soit fait, ou ne soit en tout cas exigé. Et c'est donc en termes de constitution, de croissance, d'accumulation et d'amélioration du capital humain que se pose le problème politique de l'utilisation de la génétique. Les effets, disons, racistes de la génétique sont certainement quelque chose qu'il faut redouter et qui sont loin d'être épongés. Ça ne me paraît pas être l'enjeu politique majeur actuel. Bon, laissons, si vous voulez, cela, c'est-à-dire ce problème de l'investissement et du choix coûteux de la constitution d'un capital humain génétique. Bien sûr, c'est beaucoup plutôt du côté de l'acquis, c'est-à-dire de la constitution plus ou moins volontaire d'un capital humain au cours de la vie des individus que se posent les problèmes et que l'analyse, des types d'analyses nouveaux sont présentés par les néolibéraux. Bon. Former du capital humain, former donc ces espèces de compétences machines qui vont produire du revenu, enfin qui vont être rémunérés par du revenu, ça veut dire quoi? Ça veut dire bien entendu faire ce qu'on appelle des investissements éducatifs. Ces investissements éducatifs, à dire vrai, on n'a pas attendu les néolibéraux pour en mesurer certains effets, qu'il s'agisse de l'instruction proprement dite, qu'il s'agisse de la formation professionnelle, etc. Mais les néolibéraux font remarquer qu'en fait, ce qu'il faut appeler investissement éducatif, ou en tout cas les éléments qui entrent dans la constitution d'un capital humain, sont bien plus larges, bien plus nombreux que le simple apprentissage scolaire ou que le simple apprentissage professionnel. Après tout, un capital humain, c'est-à-dire ce qui va constituer une compétence machine. Eh bien, cet investissement, il va être constitué par quoi? Et on sait expérimentalement, on sait par l'observation qu'il est constitué. Eh bien, par exemple, par le temps que les parents consacrent à leurs enfants, en dehors même des simples activités d'éducation proprement dite. On sait parfaitement que le nombre d'heures passées par une mère de famille lorsque son enfant est encore au berceau, le nombre d'heures passées à côté de lui va être très important pour la constitution d'une compétence machine, ou si vous voulez, pour la constitution d'un capital humain, et que l'enfant sera beaucoup plus adaptatif si effectivement ses parents, sa mère, lui ont consacré tant d'heures que si on en a consacré beaucoup moins. C'est-à-dire que le simple temps de nourrissage, le simple temps d'affection consacré par les parents à leurs enfants doit pouvoir être analysé en investissement susceptible de constituer un capital humain.
temps passé, les soins donnés, le niveau de culture des parents aussi, car on sait bien justement qu'à temps égal passé, des parents cultivés vont former un capital humain pour l'enfant de bien plus élevé que s'ils n'en ont pas le même niveau de culture. L'ensemble des stimuli culturels reçus par un enfant, tout cela va constituer des éléments susceptibles de former un capital humain. C'est-à-dire que l'on va ainsi arriver à toute une analyse environnementale, comme disent les Américains, de la vie de l'enfant, que l'on va pouvoir calculer et jusqu'à un certain point chiffrer, en tout cas que l'on va pouvoir mesurer en termes de possibilités d'investissement en capital humain. Qu'est-ce qui va produire du capital humain dans l'entourage de l'enfant? En quoi tel ou tel type de stimulation, telle ou telle forme de vie, tel ou tel rapport avec les parents, les adultes, les autres, etc., en quoi tout cela va pouvoir se cristalliser en capital humain. Bon. Comme il faudrait aller loin, je passe vite. L'analyse, on peut faire de la même façon, l'analyse des soins médicaux et d'une façon générale de toutes les activités concernant la santé des individus, qui apparaissent ainsi comme étant autant d'éléments à partir duquel le capital humain va pouvoir, premièrement, être amélioré, deuxièmement, être conservé et pouvoir être utilisé le plus longtemps possible. Il faut donc repenser tous les problèmes, ou on peut en tout cas repenser tous les problèmes de la protection de santé, tous les problèmes de l'hygiène publique, en éléments susceptibles ou non d'améliorer le capital humain. Il faut également compter dans les éléments constituants du capital humain la mobilité, c'est-à-dire la capacité pour un individu de se déplacer, et en particulier la migration. Parce que, d'un côté, la migration, elle représente bien sûr un coût. Un coût puisque l'individu déplacé va, pendant le temps où il se déplace, ne pas gagner d'argent, qu'il va y avoir un coût matériel, mais aussi un coût psychologique de l'installation de l'individu dans son nouveau milieu. Il va y avoir aussi au moins un manque à gagner dans le fait que la période d'adaptation de l'individu ne va sans doute pas lui permettre de recevoir les rémunérations qu'il avait auparavant ou celles qu'il aura ensuite lorsqu'il sera adapté. Enfin, tous ces éléments négatifs montrent bien que la migration est un coût qui a pour fonction de quoi? D'obtenir une amélioration du statut, de la rémunération, etc. C'est-à-dire que c'est un investissement. La migration est un investissement, le migrateur est un investisseur, il est un entrepreneur de lui-même qui fait un certain nombre de dépenses d'investissement pour obtenir une certaine amélioration. Bon, la mobilité d'une population et la capacité qu'elle a à faire des choix de mobilité qui sont des choix d'investissement pour obtenir une amélioration dans les revenus, tout cela permet de réintroduire ces phénomènes-là, non pas comme des purs et simples effets de mécanismes économiques qui déborderaient les individus et qui en quelque sorte les lieraient à une immense machine dont ils ne sauraient pas maîtres. Ça permet d'analyser tous ces comportements en termes d'entreprise individuelle, d'entreprise de soi-même, avec investissement et revenus. Vous me direz quel est l'intérêt de toutes ces analyses. Bon, les connotations politiques immédiates, vous les sentez, il n'est pas nécessaire sans doute d'insister davantage. Bon, s'il n'y avait que ce produit politique latéral, on pourrait sans doute balayer d'un trait, d'un geste, ce genre d'analyse, ou en tout cas pratiquer à leur égard la pure et simple activité de dénonciation, mais je crois que ça serait à la fois faux et dangereux. En effet, ce genre d'analyse permet d'abord de réviser un peu un certain nombre de phénomènes qui avaient été repérés depuis un certain temps, depuis en fond la fin du XIXe siècle, et auxquels on n'avait pas donné exactement le statut suffisant. C'était le problème du progrès technique, ou encore de ce que Schumpeter appelait l'innovation. Schumpeter, il n'était pas le premier d'ailleurs, mais disons,
recentrons simplement les choses autour de lui, Schumpeter avait observé ceci, que contrairement aux prédictions que Marx, et d'une façon d'ailleurs générale l'économie classique avait pu formuler, eh bien la baisse tendancielle du taux de profit se trouvait effectivement et en permanence corrigée. Cette correction de la baisse tendancielle du taux de profit, vous savez que la doctrine l'impérialisme, etc., celle de Rosa Luxembourg, en donnait une interprétation. Bon, l'analyse de Schumpeter consiste à dire que cette non-baisse ou cette correction de la baisse du taux de profit n'est pas due simplement à un phénomène impérialiste, elle est due d'une façon générale, et il place l'impérialisme d'ailleurs comme une catégorie de ce processus plus général, c'est l'innovation, c'est-à-dire la découverte de nouvelles techniques, la découverte de nouvelles sources, de nouvelles formes de productivité, la découverte aussi de nouveaux marchés ou de nouvelles ressources de main-d'œuvre. En tout cas, c'est du côté du nouveau et de cette innovation dont Schumpeter pense qu'elle est absolument consubstantielle au fonctionnement du capitalisme, c'est de ce côté-là qu'il va donc chercher l'explication de ce phénomène. C'est, après tout, ce problème de l'innovation, donc finalement, de la correction de la baisse tendancielle du taux de profit, que se situent les analyses des néolibéraux. Ils reprennent ce problème de l'innovation et ils le reprennent non pas comme étant une sorte de caractéristique éthico-psychologique du capitalisme ou éthico-économico-psychologique du capitalisme, comme chez Schumpeter, dans une atmosphère, en tout cas dans une problématique qui n'était pas tellement éloignée de celle de Max Weber. Ils reprennent ça, ils disent ce n'est pas en termes d'innovation qu'il plutôt on ne peut pas s'arrêter à ce problème de l'innovation et faire en quelque sorte confiance à la hardiesse du capitalisme ou à la stimulation permanente de la concurrence pour expliquer ce phénomène de l'innovation. Si innovation il y a, c'est-à-dire si l'on trouve des choses nouvelles, si l'on découvre des formes nouvelles de productivité, si on fait des inventions de type technologique, ce n'est rien d'autre, tout cela, que le revenu d'un certain capital, lequel capital, c'est le capital humain, c'est-à-dire l'ensemble des investissements que l'on a fait au niveau de l'homme lui-même. Et reprenant ainsi le problème de l'innovation à l'intérieur de la théorie plus générale du capital humain, ils essaient de montrer, alors en refiltrant l'histoire de l'économie occidentale et celle du Japon depuis les années 1930, ils essaient de montrer que la croissance considérable, bien sûr, de ces pays pendant cette époque-là, pendant les 40 ou les 50 dernières années, eh bien, cette croissance, on ne peut absolument pas en rendre compte en tenant compte simplement des variables de l'analyse classique, c'est-à-dire de la terre, le capital et le travail, entendu en temps de travail, c'est-à-dire en nombre de travailleurs et en nombre d'heures. Seule une analyse fine de la composition du capital humain, de la manière dont ce capital humain a été d'une part augmenté, des secteurs dans lesquels il a été augmenté, et de la manière, des éléments qui ont été introduits à titre d'investissement dans ce capital travail, c'est cela seulement qui peut rendre compte de ce capital humain, c'est cela seulement qui peut rendre compte de la croissance effective de ces pays. Et à partir de là, de cette analyse théorique, si vous voulez, de cette analyse historique, on peut donc dégager eh bien, les principes d'une politique de croissance, qui ne sera plus simplement une politique de croissance indexée au problème de l'investissement matériel, du capital physique d'une part et du nombre de travailleurs, mais une politique de croissance qui va être très précisément centrée sur une des choses que l'Occident justement peut modifier le plus facilement et qui va être la modification du niveau et de la forme de l'investissement en capital humain. Et c'est de ce côté-là, en effet, qu'on voit bien comment s'orientent les politiques économiques, mais aussi les politiques sociales, mais aussi les politiques culturelles, les politiques éducationnelles de tous les pays développés. De la même façon aussi, à partir de ce problème du capital humain, on peut repenser les problèmes de l'économie du tiers-monde. Et le non-démarrage de l'économie du tiers-monde, vous savez bien qu'on est en train d'essayer de le repenser maintenant, non pas tellement en termes de blocage
des mécaniques économiques, mais en termes d'insuffisance d'investissement du capital humain. Et là encore, on reprend toute une série d'analyses historiques, ce fameux problème du décollage économique de l'Occident au XVIe, XVIIe siècle. À quoi était-il dû? Était-il dû à l'accumulation de capital physique? Les historiens sont de plus en plus sceptiques sur cette hypothèse. Est-ce qu'il n'était pas dû justement à l'existence d'une accumulation et d'une accumulation accélérée de capital humain? C'est donc à la fois tout un schéma historique que l'on est ainsi invité à reprendre et toute une programmation aussi des politiques de développement économique qui pourraient s'orienter qui s'orientent effectivement vers ces voies nouvelles. Avec bien entendu, car il ne s'agit pas d'éliminer les éléments ou les connotations politiques dont je vous parlais tout à l'heure, mais de bien montrer comment ces connotations politiques doivent à la fois leur sérieux, leur densité, et si vous voulez leur coefficient de menace, à l'efficacité même de l'analyse et de la programmation au niveau des processus dont je vous parle maintenant. Bon, alors, pardonnez-moi, là je suis obligé de partir pour une réunion, je continuerai ça la prochaine fois.